Hey, salut à tous. On va commencer au plus vite. On va prendre une petite demi-heure où on va parler de ChatGPT. Alors ChatGPT, il y a beaucoup de gens qui en parlent aujourd'hui. Vous êtes probablement inscrit à ce webinaire sur LinkedIn, et sur LinkedIn, il y a quantité d'experts qui en parlent et qui en parlent certainement mieux que moi sur toute la partie technique, etc. Et moi, je suis pas un expert de ChatGPT. Je travaille au sein du cabinet Extensia et je travaille à la partie com. Et l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu comment nous on l'utilise, pour la partie com et comment peut-être vous pourriez dupliquer un petit peu l'utilisation qu'on peut en avoir pour l'appliquer vous au quotidien dans tout ce que vous pouvez faire. On ne va pas parler de toute la partie technique, mais vraiment de comment moi je l'utilise au quotidien, comment il me permet de gagner du temps sur certaines tâches et on va voir tout ça. Et on va commencer. Et ce qui est complètement fou avec le ChatGPT, c'est qu'en quelques jours, il avait attiré 1 million d'utilisateurs. Il avait fallu 3 ans et demi à Netflix pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Il avait fallu 2 ans et demi à Airbnb, 2 ans à Twitter, 13 mois à Foursquare, Facebook, il avait fallu 10 mois pour atteindre 1 million d'utilisateurs et ChatGPT, en 5 jours seulement, avait obtenu son million d'utilisateurs. Donc, on est vraiment sur une courbe de croissance, un succès sans précédent. Et pourtant, on a quand même vécu pas mal de choses au niveau du web maintenant depuis de nombreuses années. On a vu quantité de projets se lancer et puis parfois être éphémères. Mais là, c'est la première fois qu'on vit quelque chose comme ça. Vous imaginez 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que tout travail, c'est une étude qui a été faite et qui dit que tout travail qui est basé sur la connaissance peut être effectué avec 40% d'efficacité en plus avec ChatGPT. Donc, il y a vraiment moyen d'aller beaucoup plus vite, de gagner du temps. Ce n'est pas tant de gagner en compétences ou quoi, mais ça va être de gagner du temps. Aujourd'hui, il y a plusieurs versions de ChatGPT, il y a plusieurs moyens de l'utiliser. Vous pouvez aujourd'hui, dans le navigateur Bing, y accéder directement. Donc là, c'est ce qu'on appelle Bing Chat. Il est gratuit, il est illimité. Vous pouvez générer des images et tout avec, etc. Seulement, il y a des choses qui vont être beaucoup plus limitées. Notamment, vous ne pouvez pas enregistrer vos conversations. Et ça, c'est quand même pas mal de pouvoir enregistrer une conversation, de pouvoir y revenir plus tard. On peut moins personnaliser l'outil. On verra tout à l'heure avec le ChatGPT qu'on peut vraiment lui donner des compétences et des connaissances toutes particulières, notamment sur votre entreprise, par exemple. Après, il y a ChatGPT qui existe donc en version gratuite. Et là, vous aurez la version 3.5 qui fait déjà des choses excellentes, etc. Et on verra que la version 4 permet d'aller beaucoup plus loin et on va faire quelques tests tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'effectivement, si vous êtes sur un compte payant, là, vous aurez accès à ChatGPT 4 et on va voir que du coup, ça vous donne accès à quantité d'outils supplémentaires. Et sinon, vous aurez ChatGPT 3.5 qui peut quand même vous aider dans la rédaction, dans la création d'emails, dans la publication de posts pour LinkedIn, etc., etc. Mais on va voir que la version 4 nous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre de ChatGPT, du fait d'obtenir de mauvaises réponses. Alors, il y a deux possibilités sur les mauvaises réponses. La première, c'est que le prompt était pas très bon. La deuxième, c'est l'hallucination. Le but de ChatGPT, c'est de répondre à vos questions. Et pour cela, il est capable d'inventer des choses. Son but, c'est de répondre à vos questions, c'est de vous servir. S'il n'est pas capable de répondre, il est fort possible qu'il invente totalement des choses et c'est ce qu'on appelle l'hallucination. Donc en fait, il va falloir être le plus précis possible et lui donner de l'information également pour qu'il soit en mesure de vous accompagner. Ce que font la plupart des utilisateurs sur ChatGPT, c'est qu'ils vont dire, par exemple, écris une recette de brownie. Et puis là, on va avoir des résultats qui vont être plus ou moins pertinents. Alors, écris une recette de brownie, il y a peu de chances qu'il se loupe là-dessus. Mais si vous lui demandez quelque chose d'un petit peu plus technique, d'un petit peu plus professionnel, il y a des chances que ce soit un petit peu plus hasardeux, la réponse. Ce que font les pros de ChatGPT, c'est qu'ils vont lui donner un contexte, un persona, donc qui il incarne, une tâche, éventuellement des exemples, des restrictions, des contraintes, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire, un exemple également de ce qui est considéré comme étant bon, et puis enfin, les étapes
pour atteindre l'objectif. Et on va voir ensemble comment est constitué un prompt parfait. Il y a une méthode qui s'appelle JK, d'accord, G-I-C-A. Le J, c'est donner un job spécifique ou un rôle précis à ChatGPT. On va lui dire, par exemple, tu es un expert comptable, tu es un marketeur dans tel domaine, tu es un rédacteur web avec tant d'années d'expérience, etc., etc. Vous comprenez? Ça va permettre à ChatGPT de comprendre quel rôle il endosse. Et par exemple, là, on voit un exemple ici, désormais agit en tant que scientifique informatique senior dans la cybersécurité. Avec plus de 10 millions de lignes de code à ton actif, tu es considéré parmi les 0,0001% meilleurs experts dans ton domaine. Ça va montrer à ChatGPT ce que vous attendez de lui. Donnez-lui une identité propre qui renforce son job avec une assise émotionnelle. En tant que rédacteur senior de landing page, tu ressens une grande satisfaction en rédigeant des landing pages qui génèrent des tonnes de ventes. C'est de loin la tâche que tu aimes le plus faire. Ensuite, vous pouvez donner du contexte, un format, des datas, des exemples, des statistiques, tout ce qui pourra aider ChatGPT à être meilleur dans sa tâche. Lui dire, nous résolvons tel problème pour tel public cible qui souffre de tels problèmes, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, on le voit ici. Vous souhaitez un format précis, eh bien, donnez-lui ou décrivez-lui le format en toutes lettres. Si vous voulez un article, dites-lui, je veux un article de 1500 mots, par exemple. D'accord? Donnez-lui également les données, des datas, des statistiques, des choses dont il a besoin pour bien réaliser sa tâche. Si vous voulez qu'il rédige un article, peut-être que vous pourriez lui donner des informations particulières, notamment sur votre entreprise. Si vous souhaitez qu'à la fin, il rédige un appel à l'action, par exemple. Si vous souhaitez qu'il décrive votre entreprise, si vous souhaitez qu'il présente votre offre à votre public, aux gens qui vont lire votre article, eh bien dans ces cas-là, c'est pas mal que vous lui envoyiez ce type de données. Enfin, formulez une requête précise, claire et intelligible. Adressez-vous à ChatGPT comme à un stagiaire extrêmement doué, mais qui vient tout juste d'arriver dans votre entreprise et qui a besoin d'être guidé. En fait, il faut vraiment se comporter comme ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu avec ChatGPT, c'est je l'utilise comme un stagiaire qui aurait toutes les compétences. Il sort de l'école, il est vraiment extrêmement doué dans son domaine, mais il ne connaît pas mon entreprise, il ne connaît pas mes clients, il ne connaît pas très bien mon offre, et je vais devoir lui donner toutes les informations pour qu'il soit capable d'effectuer la tâche que je lui demande sans aucune difficulté. Alors un prompt, c'est quoi? C'est vraiment ce que vous allez écrire à ChatGPT pour qu'il effectue une action. Par exemple, tu es comptable et j'ai besoin que tu me fournisses un plan comptable idéal pour une agence marketing. Inclus les numéros de compte et présente-le sous forme de tableau et je veux que tu limites à 100 comptes. Donc ça, vous pouvez le taper dans ChatGPT, il va vous donner une réponse. On va venir ici, je suis dans ChatGPT 4, on peut le voir ici. On va faire ça et puis il va nous, en principe, parce que des fois ça bug, hein, ça arrive. Voilà, créer un plan comptable pour une agence de marketing nécessite de tenir compte des spécificités de ce secteur, notamment en ce qui concerne les dépenses liées à la publicité, au marketing numérique, au salaire des créatifs et aux frais généraux. Voici un plan comptable simplifié, limité à 100 comptes, adapté aux besoins d'une agence de marketing. Alors, c'est un brouillon, on est bien d'accord, hein, et évidemment, s'il y a des comptables là qui nous suivent, certainement qu'ils vont penser que c'est un petit peu vraiment très élémentaire, mais comprenez déjà que j'aurais pu augmenter et pas mettre seulement 100 comptes, on aurait pu aller plus loin, mais aussi que c'est quelque chose qui va vous servir de base à votre travail. Il ne va pas travailler à votre place. Quels sont les risques de donner à ChatGPT des informations sur notre entreprise? Tout dépend des informations que vous allez lui donner. Si c'est dans un GPT et que vous lui donnez des informations sur la taille de votre entreprise, votre secteur d'activité, vos missions, etc., il y a très peu de risques parce que tout ça est déjà sur votre site Internet. Après, ce qui serait gênant, par exemple, nous qui sommes un cabinet d'experts comptables,
Si je commence à envoyer des datas sur des clients, etc., là, effectivement, il y a de véritables risques. Tout d'abord, le premier risque, c'est que ChatGPT, lui, OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, va utiliser ces données pour nourrir son intelligence artificielle. Donc là, effectivement, il y a des risques. Vaut-il mieux faire des messages longs ou plusieurs messages courts? Tout dépend de ta demande. On va voir tout à l'heure que pour une tâche un petit peu complexe, il vaut mieux utiliser une série de prompts que de faire un prompt gigantesque. Mais on va le voir tout à l'heure. Imaginons, je suis quelqu'un qui publie sur LinkedIn, un influenceur santé, etc. Imaginez ce prompt. Tu es une personne ayant adopté un mode de vie plus sain au cours de l'année passée. Donc ça, c'est le persona. Ce qui a abouti à une meilleure santé physique et mentale, ça a inspiré ton parcours. Et puis, plusieurs de tes amis t'ont demandé des conseils pour commencer leur propre démarche santé. Ça, c'est quoi? C'est le contexte. On lui donne de l'information. Je vais lui demander une tâche, rédige une publication LinkedIn. Ça, c'est le format. Donc, il sait du coup à peu près quelle taille de caractères, de nombre de caractères il peut utiliser. Donc, rédige une publication LinkedIn à partager dans un groupe de discussion avec ses amis intéressés. Le message doit détailler les étapes que tu as suivies, partager certains défis que tu as rencontrés et comment tu les as surmontés, et offrir ton soutien à ses amis alors qu'ils commencent leur propre parcours. Utilise un langage motivant et empathique. Et on va voir qu'il va nous créer la publication LinkedIn. Voilà, chers amis, il y a un an, j'ai pris une décision qui a transformé ma vie, adopter un mode de vie plus sain. Ce voyage n'a pas été sans défi, mais les récompenses ont été immenses, touchant à la fois ma santé physique et mentale. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous les étapes de ce voyage dans l'espoir de vous inspirer et de vous soutenir dans vos propres démarches de bien-être. Première étape, définir des objectifs réalisables. Deuxième étape, nutrition consciente. Troisième étape, intégrer l'activité physique, etc., etc. Et puis on voit, vous voyez qu'il a créé une publication LinkedIn qui tient la route. Alors, est-ce qu'elle est vraiment exceptionnelle? Est-ce qu'elle peut remplacer le travail que vous faites? Non. Pourquoi? On ne lui a pas donné à ChatGPT des informations sur mon parcours. Imaginons que je sois cet influenceur, il faudrait que je lui donne plus d'informations, comment j'ai commencé, quels ont été les défis que j'ai rencontrés au début, quelles sont les bonnes pratiques que j'ai intégrées dans ma vie, etc. Donc, sans lui donner de données, il est capable de créer quelque chose qui est pas mal, mais si en plus je lui fournis de l'information sur mon parcours, sur ce que j'ai mis en place, et ben d'un seul coup, on va obtenir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, n'hésitez pas à lui donner plus d'informations et on verra comment. Vous voyez, par exemple, tu es un consultant en business et marketing expérimenté. Donne-moi des conseils sur la manière d'améliorer mon business plan et des idées de nouveaux produits. Mon projet est de, et là vous lui donnez le rôle de votre entreprise, ce que vous souhaitez développer. Mes premières idées de produits sont, et là vous lui donnez la liste, vous lui donnez qui est votre public cible et ensuite vous lui demandez sous la forme d'un tableau, présente ce qui est bon, ce qui doit être amélioré et ce à quoi je n'ai peut-être pas pensé. En fait, ChatGPT, je l'utilise aussi beaucoup en tant qu'accompagnant au brainstorming. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais j'ai envie de développer quelque chose, j'ai envie de créer une nouvelle fonctionnalité, j'ai envie de développer une nouvelle offre, etc. Eh bien, je vais utiliser ChatGPT pour cela, pour m'aider, pour m'accompagner dans cette tâche, et il le fait vraiment très très bien. Donc, pour avoir de bons résultats avec ChatGPT, soyez spécifique, fournissez le plus de détails possible dans vos invites pour recevoir des réponses adaptées et pertinentes, utilisez des termes propres à votre secteur, expérimentez avec différentes formulations. N'hésitez pas à revoir la manière dont vous faites votre demande. Vous verrez que parfois, à la première tentative, vous obtenez quelque chose d'un peu trop large. N'hésitez pas à reformuler votre demande. Découpez les questions complexes. Je ne vais jamais lui dire rédige un article de 3000 mots sur les tendances du SEO en 2024. Je peux le faire, mais le résultat va être très très nul. Et on va voir comment on peut améliorer toutes ces choses. Et enfin, réviser et affiner. Une fois que vous avez eu votre réponse, examinez attentivement le résultat et affinez votre invite si c'est nécessaire. Revoyez un petit peu votre prompt pour avoir des informations plus précises ou plus détaillées. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les instructions personnalisées. Et ça peut véritablement vous aider à débloquer la puissance de ChatGPT. Les instructions personnalisées, c'est quelque chose qu'on va donner à ChatGPT
et qu'il va appliquer tout au long de nos différentes conversations avec lui. Regardez, il suffit pour cela d'aller dans personnaliser ChatGPT ici. Donc vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, ensuite personnaliser ChatGPT et là vous allez lui donner vous voyez, il vous dit que souhaiteriez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir de meilleures réponses. Alors là, vous pouvez dire, eh bien, par exemple, si je devais le faire pour moi, je suis un spécialiste du content marketing, je travaille au sein du cabinet d'experts comptables Extensia, je rédige du contenu à destination de nos clients qui sont, donc je peux dire par exemple, des pharmaciens, des restaurateurs, des agences de com, etc., etc. Et puis, en dessous, comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde? Eh bien, là, si c'est des articles que je veux qu'il crée, eh bien, je vais commencer à lui expliquer le ton des articles que je veux qu'il développe. Alors, on pourrait dire, par exemple, je veux une tonalité très journalistique, ou au contraire, je veux un ton blog qui parle à mes clients de façon très conviviale, etc., etc. Là, à vous d'adopter le ton qui convient avec votre cible. Vous voyez, si on prend cet exemple-là, que souhaiteriez-vous que ChatGPT sache sur vous pour vous fournir de meilleures réponses? Tu es un expert en stratégie SEO, en acquisition de trafic et en marketing digital. Ton job est de produire un reporting de trafic pour le site Extensia, situé en France, cabinet d'experts comptables. Le but de reporting est d'évaluer la performance SEO et les fruits de notre création de contenu, etc., etc. Et ensuite, comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde? Eh bien, je veux que tu fasses preuve d'analyse grâce à ton expertise du domaine SEO, du référencement et du marketing digital. Analyse les chiffres en profondeur, fais des liens entre les données et qu'il s'agisse d'analyse ou de recommandation, soit extrêmement pertinent et professionnel. Je veux que tu divises ton analyse par sujet, une réponse par sujet, ajoute des graphiques, diagrammes quand c'est nécessaire. Je lui donne en fait le format de réponse que j'aimerais obtenir de sa part. Et ça, du coup, après, ça donne les bases de votre travail à ChatGPT. Et à chaque fois que vous démarrez une nouvelle conversation, eh bien, il se basera sur tout ça. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Là, je l'active et toutes les nouvelles conversations à partir de maintenant prendront en compte ces instructions personnalisées. Si je le désactive, les nouvelles conversations ne le prendront plus en compte. Alors, ChatGPT 4, sa force, c'est qu'il est connecté. Il est connecté à Internet. En fait, sa force à ChatGPT 4, c'est qu'il est multimodal. Si vous avez la version gratuite de ChatGPT, ce n'est pas le cas. La version 4 est multimodale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a plusieurs modèles d'IA. Il est capable de se connecter à Internet. Là, par exemple, dans ce prompt, je lui demande de faire ma veille d'actualité sur la pharmacie. Je souhaite que tu m'aides à la réaliser. Pour ça, tu vas endosser le rôle d'un expert en curation de contenu. Tu maîtrises toutes les techniques pour identifier les meilleures informations, les évaluer et les synthétiser. Voici tes instructions. 1. Identifie les actualités les plus importantes à retenir aujourd'hui sur le monde de la pharmacie. Présente-les sous forme de tableau avec le titre de l'actu, la source et un résumé simple des idées clés à retenir. Et enfin, fais une synthèse globale des actus en 100 mots maximum. Et là, si je le lance, eh bien, il va commencer à lancer une recherche sur Internet. Et voilà. Voilà. Et ça peut vraiment m'aider à construire une veille sur un thème, sur un sujet bien particulier. Si j'écris des articles d'actualité sur la pharmacie, par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait complètement m'accompagner au quotidien. Un autre exemple, je suis comptable, rédige succinctement un rapport d'actualité sur les changements législatifs et fiscaux depuis la rentrée de septembre 2023. On a un contexte, on a une tâche, et on a également le format succinctement, c'est-à-dire fais-moi quelque chose de court. Je n'ai pas besoin de quelque chose de très très long. Alors ça, c'est pas mal. En termes de fiscalité, une startup ou ma startup a développé plusieurs technologies et process qui relèvent de la propriété intellectuelle. Cette startup a développé plusieurs technologies et process qui relèvent de la propriété intellectuelle. Existe-t-il des dispositifs avantageux pour elle? Eh bien, on va demander tout de suite à ChatGPT et on va voir ce qu'il nous dit.
En matière de fiscalité, une start-up qui a développé des technologies et des processus relevant de la propriété intellectuelle peut bénéficier de plusieurs dispositifs fiscaux avantageux. En France, voici quelques dispositifs potentiels. Le crédit d'impôt recherche, le CIR, la jeune entreprise innovante, le crédit d'impôt innovation, les brevets et la propriété intellectuelle et l'incitation régionale et locale. Donc en fait, il y a toutes sortes de dispositifs qui existent. Il aurait pu également nous parler de l'IP Box, etc., qui permettent voilà, à des entreprises d'avoir une réduction de la fiscalité quand elles ont des choses qui dépendent de la propriété intellectuelle. Par exemple, une entreprise qui crée des jeux vidéo. Il y a plein de choses qui dépendent de la propriété intellectuelle, les musiques utilisées, les designs, les personnages, etc. Et en fait, on peut avoir une remise de fiscalité sur tous ces éléments-là. Mais là, évidemment, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à rentrer en contact avec Extensia, et puis on a des comptables et experts comptables qui seront ravis de vous accompagner sur la question. Un petit truc sympa également, regardez. Tu es un expert en recrutement. Vous avez lancé une annonce et vous avez reçu plusieurs CV. Vous voulez gagner du temps dans le traitement. Tu es un expert en recrutement au sein d'un cabinet d'experts comptables. Tu maîtrises toutes les techniques pour trouver la recrue idéale. Tu sais parfaitement évaluer une candidature en fonction de besoins, de l'analyse de CV à la réalisation des entretiens. Tu as une approche moderne du recrutement et tes actions sont guidées par les concepts de marque employeur et employee advocacy. Tu trouveras en pièce jointe une annonce et plusieurs CV et je souhaite que tu m'aides à les évaluer. Pour ça, fais-moi une analyse complète en 4 parties pour chaque candidat. Traite chaque candidat dans une réponse à part. Vous voyez, je lui donne vraiment le format de ce que j'attends de sa part. Partie 1, un résumé du profil de chaque candidat. Partie 2, les points forts de chaque profil par rapport à l'annonce, à la fiche de poste que j'ai publiée. Partie 3, les points de vigilance de chaque profil par rapport à ma fiche de poste. Et enfin, une note sur 100 du profil avec une synthèse de ton analyse. Alors là, on va voir qu'on peut lui envoyer des fichiers. Je copie-colle mon prompt. Mais là, il faut que je lui envoie mes CV, ma candidature, etc. Je clique sur le petit trombone qu'il y a ici. Je vais dans CV et je fais transférer. Donc là, on voit qu'il est en train de les télécharger. Voilà, il a terminé et je vais lui envoyer ça. Et il commence l'analyse. Voilà. Commençons par l'analyse du CV de Mylène Dupuis. Mylène Dupuis est actuellement alternante. Elle vise l'obtention du diplôme supérieur de compta et de gestion, le DSCG, et elle cherche une première expérience en CDI dans les domaines de la comptabilité, l'audit ou la finance. Elle possède une expérience en tant qu'alternante collaboratrice, etc., etc. Partie 2, point fort du profil. Et là, c'est là que c'est intéressant. Elle a une formation pertinente et actuelle dans le domaine comptable avec le DSCG. Elle a une expérience concrète en tant qu'alternante collaboratrice comptable où elle a acquis des compétences directement transférables à la position, etc., dont on a besoin. Elle maîtrise plusieurs logiciels comptables et de bureautique. Point 3, les points de vigilance. Bien que Mylène ait une formation et une expérience pertinente, elle est toujours en cours de formation, ce qui pourrait limiter sa disponibilité immédiate à temps plein. La majorité de son expérience est en alternance et en stage, ce qui peut soulever des questions sur sa capacité à gérer des responsabilités complètes dans un rôle en CDI. Enfin, note et synthèse, je donnerai à Mylène une note de 80 sur 100. Elle a un profil solide, une formation pertinente et une expérience significative dans des rôles, etc., etc. Et là, si je lui dis de continuer, il va attaquer le CV suivant. Et du coup, ça peut vous permettre d'avoir une première synthèse. Il parcourt le CV et puis il va commencer à me donner des informations. Vous comprenez? C'est pas quelque chose comment dire, c'est pas quelque chose que je ne peux pas faire, mais c'est une première analyse qui va me faire gagner du temps. Et en fait, c'est vraiment comme ça. C'est nous, ça. Mais oui, Marilyn, c'est vrai que j'ai pensé à vous quand j'ai fait ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de la confidentialité des infos candidats sur le CV? C'est une excellente question. En l'occurrence, là, c'est des noms bidons, mais c'est des vrais CV. Ce que j'ai fait, j'ai simplement, tu sais, sur les CV, j'ai changé les noms, j'ai enlevé les numéros de téléphone, j'ai enlevé toutes les informations personnelles du candidat. Donc, en l'occurrence, pas trop de soucis. Faut-il demander des autorisations? Si tu fais comme j'ai fait, il n'y a pas spécialement besoin. Du coup, voilà, moi je préfère anonymiser les données. Si vous envoyez, je sais pas,
un tableau Excel, etc., qui a des noms d'entreprises et tout, moi, généralement, je squeeze cette colonne-là et il n'y a pas trop de soucis. Il faut anonymiser vos données. Là, en l'occurrence, parce que c'est des vrais CV, mais j'ai changé les noms, j'ai changé les photos, j'ai changé les numéros de téléphone, etc., de manière à ce qu'il n'y ait aucune information personnelle sur les candidats. Mais je voudrais vous montrer une dernière chose, c'est ce qu'on appelle les GPTs. Alors les GPTs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils d'IA que vous allez créer. Il en existe plein. Si vous faites explorer les GPTs, on peut voir tous les GPTs existants qui sont publics. Tout le monde peut en créer, les rendre publics ou pas. Là, on peut voir qu'il y a des générateurs d'images, qu'il y a un chat GPT pour écrire des articles, qu'il y a Scholar GPT qui, par exemple, je pense à tous nos comptables mémorialistes chez Extensia qui sont dans la rédaction de leur mémoire, etc. Scholar GPT va pouvoir vous aider dans la recherche, la documentation, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir des informations pertinentes et aussi, surtout, de gagner du temps. Tout ça, on peut le faire à la main, mais évidemment, en utilisant un outil d'IA, on peut aller beaucoup plus vite. Voilà, donc il en existe plein. Je vous invite à fouiller, à chercher un petit peu. C'est marrant, il y a des trucs vraiment qui sont pas mal. Mais là où je trouve que c'est hyper pertinent, c'est la possibilité de créer les siens. Par exemple, vous voyez ici, j'ai une liste de GPTs, on appelle ça comme ça, qui sont ceux que moi, je me suis créé. J'ai un agent de recherche, par exemple. Quand j'ai besoin d'informations sur un sujet, eh bien, je peux lui demander de lancer une recherche. Par exemple, je recherche des informations sur… alors, je n'ai pas besoin de lui donner un rôle, etc., puisque tout a déjà été rentré dans le GPT. Je vous montrerai ça après. Je recherche des informations sur les tendances SEO en 2024. Donc, le SEO, c'est le référencement de sites internet, etc. Et là, eh bien, je vais rentrer dans une discussion. Il sait déjà précisément ce qu'il doit faire. Je suis l'agent de recherche et d'analyse approfondie. Mon rôle est de vous aider, etc. Et vous voyez, il lance un premier raisonnement. Pour comprendre les tendances SEO en 2024, nous devons identifier les différentes dimensions qui influencent ce référencement sur les moteurs de recherche. Il commence à lancer sa recherche et voilà ce qu'il me propose. Il me propose des premières questions. Quelles sont les principales tendances SEO identifiées par les experts pour l'année 2024? Comment l'évolution des algorithmes de moteurs de recherche influence ces stratégies, etc., etc. Et il me demande si vous êtes OK, eh bien, je vais lancer de l'information sur ces sujets. Je lui dis OK, et là, il va commencer à lancer une recherche sur Internet pour faire tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas perdre de temps sur la réponse. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mon GPT, je vais cliquer sur personnaliser, et on voit là-dedans configurer toutes les informations que j'ai créées. Tout d'abord, je lui ai donné un nom et ensuite, je lui ai donné des instructions particulières, précises. Tout d'abord, je lui ai demandé de se présenter, d'expliquer son rôle, de demander le sujet de recherche, si jamais je ne lui ai pas donné. Troisièmement, avant chaque action ou génération de texte, appliquer systématiquement la méthode Chain of Thoughts en commençant par raisonnement en gras et en rédigeant le texte de raisonnement en italique. Qu'est-ce que c'est que ce truc Chain of Thoughts, c'est simplement, je lui demande en fait, avant de lancer une recherche, de se poser les questions qui peuvent influencer cette recherche. Il va identifier les informations claires nécessaires pour une compréhension approfondie du sujet. Enfin, formuler 4 questions pertinentes sur le sujet. Il peut me demander des questions additionnelles si j'en ai besoin. Et une fois qu'il a validé tout ça, il va lancer la recherche sur Internet. Et en fait, le fait d'avoir bien divisé ma demande par étapes, il va procéder étape par étape. D'abord, il se présente, ensuite, il me demande le sujet de recherche, enfin, il va générer du texte en appliquant la méthode Chain of Thoughts, etc. Il va générer 4 questions pertinentes et enfin, il va aller chercher sur Internet. Donc, tout ça, ça va me permettre d'avoir une revue de presse sur un sujet tout particulier et c'est génial. Donc là, je vous ai montré comment modifier un GPT, mais je vais vous montrer comment on en crée un. Dans Explorer les GPTs, vous pouvez cliquer ici sur Créer un GPT. Vous allez pouvoir lui donner un nom, rédacteur web par exemple. Ici, je vais lui donner des instructions. Je vais lui dire, ton style est journalistique, tu rédiges des articles de
3000 mots par exemple. Autre chose, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici, on peut cocher ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il a accès au web? Oui ou non? Vous voyez? Donc moi, j'en ai besoin. Est-ce qu'il est capable de générer des images avec Dali? Bah, pourquoi pas? Et à la limite, il serait en capacité de me créer des images pour illustrer mon article. Et enfin, l'interpréteur de code, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la possibilité de lui envoyer des fichiers, notamment des fichiers Excel, etc. Et ici, donc, je peux téléverser des fichiers et puis lui donner, par exemple, des informations sur mon entreprise, etc. Une fois que vous lui avez donné toutes ces instructions, que vous lui avez envoyé sa base de connaissances, eh bien là, vous allez pouvoir faire créer. Et quand vous créez, il y a quelque chose de très important, c'est comment vous allez le partager. Moi, par exemple, les miens, comme ils me concernent et qu'il y a des données sur mon entreprise ou sur mes projets, etc., je dis moi uniquement. Et dans ce cas-là, il n'y a que moi qui y aurai accès. Sinon, je peux dire toute personne qui aurait le lien, et dans ces cas-là, je peux le partager avec des collègues au sein d'Extensia, ou carrément, je peux le publier sur le GPT Store, ce qu'on a vu tout à l'heure, et là, tout le monde pourrait éventuellement y avoir accès. Donc, je vais dire moi uniquement, et puis là, bah, ça va créer un nouveau ChatGPT. Et je vais vous montrer rapidement celui que j'ai créé en tant que rédacteur web, histoire que vous puissiez voir vraiment ce dont il est question. Rédacteur web, il est ici. Je vais faire personnaliser et on clôturera là-dessus. Regardez, rédacteur web, voilà, les instructions, c'est ça qui nous importe. Expertise SEO, copywriting, content marketing. Je lui donne son rôle, tu es un content marketer. Il est capable de créer des appels à l'action. Il est capable de rédiger en liste à puces, d'utiliser un ton journalistique. Il crée des articles d'une longueur de 2500 à 4000 mots, etc., etc. Ensuite, je lui donne les étapes et j'insiste bien sur le fait qu'il doit les respecter. Première étape, au début de la conversation, l'action, ça va être de demander à l'utilisateur le sujet de l'article et quelle audience à laquelle on s'adresse. Dès qu'il a le sujet de l'article, eh bien, il va appliquer systématiquement la méthode Chain of Thought dont on a parlé tout à l'heure pour trouver l'intention de recherche la plus appropriée, donc ce que l'utilisateur pourrait taper sur Google pour accéder à cet article. En fonction de celle-ci, il va lancer une recherche de mots-clés les plus appropriés. Et ce qui est vraiment intéressant, vous voyez, c'est qu'il va, étape par étape, effectuer toutes les actions que je voulais. Alors, plutôt qu'avoir un long prompt, eh bien, il va travailler étape par étape et à chaque fois, il me posera les questions nécessaires pour passer à l'étape suivante. Ensuite, il va me proposer un format d'article. Je lui ai donné un document qui s'appelle Blog Post Templates. C'est un document Word qui contient plusieurs types d'articles qui sont possibles. Voilà, un article d'information, un article pilar, etc., etc. Et il va me proposer, lui, en fonction du sujet, quel type de format est le plus adapté. Ensuite, il va me proposer un plan, et une fois que le plan est fait, il va de lui-même, si je suis OK avec le plan, si je le valide, il va me proposer d'écrire étape par étape, c'est-à-dire qu'il va d'abord écrire l'introduction, ensuite le point numéro 1, le point numéro 2, etc., etc. Et de cette manière, eh bien, je peux vraiment avoir un article qui fait, je sais pas, 2000, 3000 mots sans aucune difficulté. Et on sait qu'aujourd'hui, ce type d'article se référence plutôt bien. Et comme à la fin, eh bien, je veux un call to action, je veux présenter notre offre, eh bien, je lui ai donné, et je lui dis ici, je lui ai donné des informations importantes. Présentation du cabinet extensial, les équipes extensiales, nos implantations, nos spécialisations, nos compétences. Et on peut les voir ici, vous voyez, il y a tous ces documents-là qui donnent des informations sur le cabinet. Comme ça, il sait qui il est, il sait pour qui il travaille, il connaît notre offre et il est capable, grâce à tout cela, eh bien, de faire l'article le plus documenté et le plus pertinent qui soit. Voilà, j'espère que ça vous a donné des clés. Je ne sais pas si c'est pertinent pour les clients, mais peut-être donner le tarif de la version payante. Ouais, exactement, c'est une bonne suggestion, j'ai pas pensé. La version payante est à 20 € à peu près. C'est ultra complexe à faire pour un novice. En fait, oui et non. Ce qu'il faut, en fait, c'est penser comme avec un stagiaire, Marilyn. Tu vois, si tu as un stagiaire qui débute à travailler avec toi au sein du cabinet unique, eh bien, tu vas la guider étape par étape. Essaye de penser à la même chose, de bien définir étape par étape les actions qui sont essentielles. Et puis, vous allez recevoir les prompts qu'on a vus aujourd'hui et ça va vous permettre justement
peut-être de reprendre les modèles existants pour faire quelque chose qui soit le plus pertinent possible et surtout de vous inspirer des prompts que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, pensez que vous pouvez l'utiliser pour vos projets professionnels, vos projets personnels. Vous pouvez vraiment faire des choses incroyables. On a fait des formations internes sur ChatGPT, mais on pourrait totalement en organiser en externe. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à me contacter. Puis, c'est peut-être un format qu'on peut imaginer ensemble. Très intéressant. Merci beaucoup, Yann. Merci, Stéphane. Merci, Johan. Je vous dis merci pour d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous poser encore des questions, à m'envoyer des mails si vous avez des demandes qui sont un petit peu plus précises ou que vous n'avez pas osé aborder dans ce chat. À très, très vite. Et je vais clôturer ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée.